Aujourd'hui dans Mythbusters, c'est vous qui faites le programme de ce deuxième numéro spécial où nous nous attaquons à vos 5 mythes préférés. D'abord, une énigme d'homme des cavernes. Je te présente Jamie le barbare. Si vous viviez il y a 10 000 ans, quelle arme choisiriez-vous? Puis, vous avez demandé à Carrie, Tori et Grant de vérifier si une mitrailleuse peut abattre un arbre. C'est pour passer au distributeur. Ensuite, nos héros s'essaient à un mythe sportif que vous vouliez éclaircir. C'est pas la première fois que je maquille Adam. Puis, Buster et Tori vérifient si un jean peut vous sauver la vie. Ces mecs sont là pour éviter que je me tue en tombant. Et enfin, un grand classique de dessin animé. Ouais, génial! Est-ce qu'un tonneau de poudre avec une fuite peut vraiment exploser? Attention, 3, 2, 1. Qui sont les Mythbusters? Ça sent la science. Adam Savage Je fais ça le week-end pour me détendre. et Jamie Heineman. Badaboum et patatras. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. Il saigne. À leur côté, Tori Belleci, On peut la refaire? Grant Imahara Une dure journée de boulot. et Carrie Byron. Aide-moi, Obi-Wan Kenobi. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Pour vérifier la première théorie, la moitié de l'équipe s'est déguisée. Et ce n'est pas Jamie. Et c'est reparti. J'adore ça. Je me suis mis dans l'ambiance. Ce qu'on va devoir vérifier, c'est pas un mythe à proprement parler, c'est plutôt une énigme historique qu'un fan nous demande de résoudre. Il est professeur d'archéologie et il a remarqué que cette forme de pointe de flèche est l'une des trouvailles archéologiques les plus courantes. Et il se demande pourquoi. Imaginons que tu es un chasseur et que tu dois aller chercher le dîner. Tu vas perdre du temps à fabriquer ça ou tu aiguises un bâton et tu pars tout de suite. La question qui se pose, c'est pourquoi se donner la peine de fabriquer ça? Est-ce que ça fait vraiment d'une flèche une arme plus efficace? Exactement. Ce mystère préhistorique nous est envoyé par Todd Serovel, professeur d'archéologie. Il est vrai qu'on met au jour tous les ans des milliers de pointes de flèches en silex. Mais le docteur Serovel aimerait que les Mythbusters lui en donnent la raison. Pourquoi nos ancêtres aimaient-ils tant le silex alors qu'un bâton pointu vite aiguisé était peut-être tout aussi efficace? Alors, par où on commence? On devrait commencer par voir le temps que ça prend pour fabriquer une pointe de flèche en silex et pour aiguiser un bout de bois. On va faire la course. Toi, tu fais des pointes en silex et moi, j'aiguise des bâtons. Après, on comparera nos délais de production. D'accord. Et quand on les testera, il faudra évaluer à la fois leur degré de létalité et leur précision. Les deux sont importants. Je suis d'accord. Bon, si t'es prêt, le moment est venu de dépoussiérer tes talents de tailleur de silex. Ça doit bien faire 70 ans que tu ne t'es pas entraîné. Et c'est parti. Première étape de notre anecdote archéologique. Adam et Jamie s'affrontent lors d'un défi chronométré « Fabriquer des flèches ». En taillant son bout de bois, Adam obtient une pointe acérée en 2 temps 3 mouvements. Mais de son côté, Jamie découvre que tailler le silex est loin d'être facile. Fini. 3 minutes et demie. Je ne peux pas lutter, c'est pas possible. Aucun doute là-dessus. Mais Jamie continue à tailler patiemment. 1 heure plus tard, il a enfin terminé. On vient de voir que ça prend beaucoup plus de temps de tailler une pointe de flèche en silex. Maintenant, il faut vérifier si cela donne des flèches plus efficaces. Pour ça, on va commencer par un test de létalité tout simple. On va tailler quelques pointes en silex, aiguiser 2 ou 3 bâtons, et on va tirer à bout portant sur un mannequin en gel balistique. Et pour s'assurer que les 2 types de flèches seront tirées de façon identique, on va se servir de l'arc automatique qu'on a fabriqué pour le numéro spécial sur les ninjas. À la pointe de la technologie. Bon, t'es prêt? Vas-y, C'est parti. 3, 2, 1. comme sur des roulettes. C'est clair. Le bâton affûté a fusé comme une flèche. Mais qu'en est-il d'un élément crucial, la pénétration? 21 cm et demi. La flèche à pointe de silex ira-t-elle plus loin? C'est parti pour la pointe en silex. 3, 2, 1.
Regarde-moi ça. Il n'y a pas photo. Cette flèche a pénétré de 2,5 cm de plus. On aperçoit même le silex dans le dos du mannequin. Cette puissance de pénétration supérieure est confirmée par de nouveaux tests. Mais Jamie émet une réserve. Le gel balistique est un bon équivalent de la chair, mais en général les animaux ont de la fourrure et une peau épaisse. Donc on va recommencer le test avec cette peau par-dessus et on verra si ça modifie les résultats. Bien que la fourrure amortisse légèrement la pénétration des deux types de flèches, le résultat est le même. C'est pratiquement pareil. Mais cet écart justifie-t-il les efforts nécessaires à la fabrication d'une pointe en silex? Celle-ci a pénétré de ça, et celle-là de ça. Dans les deux cas, tu es mort. C'est vrai. Cela dit, certains des animaux qu'on chassait à l'époque étaient très grands, d'où l'intérêt de blessures plus importantes pour que l'animal se vide plus vite de son sang. Je crois que c'est là que tout se joue. Tiens, regarde. Ça, c'est la blessure faite par le bâton aiguisé. Juste un petit trou. Mais la blessure faite par la pointe en silex est bien large. Mais Jamie n'est pas convaincu. En termes de pénétration, la différence n'est que de 5%, alors qu'on a mis 1000% de temps en plus pour fabriquer la pointe en silex. Donc ce n'est peut-être pas seulement une question de létalité. Peut-être que la précision entre aussi en jeu, c'est ce qu'on va vérifier maintenant. Rien ne sera laissé au hasard. Voici un mythe véhiculé par Internet. On vous jure qu'on n'a pas inventé. Le prochain mythe qu'on doit vérifier? Un fan veut savoir si on peut abattre un arbre avec une mitraillette. Comme dans le film Predator, quand il fauche toute une zone de jungle. Exactement. C'est marrant que tu parles de ça, parce qu'à chaque fois que je me balade en forêt, je me demande toujours « Est-ce que j'arriverai à abattre cet arbre à la mitrailleuse ?» Super, tu vas bientôt le savoir. Avis aux amoureux de la nature, prenez garde. Tori meurt d'envie de déraciner ce mythe et sans faire dans le détail. La mitrailleuse est une arme redoutable, utilisée depuis plus d'un siècle. D'après nos téléspectateurs, la pluie de balles qu'elle répand, meurtrière sur le champ de bataille, est l'outil idéal pour abattre un arbre. Mais comment on va tester ce mythe? J'ai pas l'intention de mitrailler des tonnes d'arbres. On n'a qu'à utiliser des arbres qui viennent d'être abattus pour des raisons de nettoiement des forêts et créer notre propre forêt artificielle. Comme ça, aucun arbre ne sera maltraité au cours de ce tournage. Voilà qui résout le problème des cobayes. Maintenant, il faut décider quel type de mitrailleuse on va utiliser. Je dirais que pour faire ça correctement, il faut qu'on teste une série de mitrailleuses. À mon avis, le genre d'arme dont on va avoir besoin pour tester ce mythe, on ne peut pas se le procurer en Californie. Il va falloir qu'on retourne dans le lieu secret où Jamie et Adam ont essayé de tirer sur des poissons dans un tonneau. Ah, le lieu secret. J'espère qu'on nous laissera y retourner. Vous êtes avec moi? Allez les gars, prenez votre artillerie. On va dans la forêt couper des arbres. C'est la maman de Tori qui doit être fière. Et les voilà partis s'amuser dans le désert. Une fois arrivés dans le lieu secret, nos Mythbusters n'ont besoin que de 2 ingrédients. Les mitrailleuses, pas de problème. Mais pour les arbres, c'est nettement moins évident. Du coup, ils ont apporté les leurs. On a 3 pins qui viennent d'être abattus. Grant creuse des trous où on va les planter. Et après, on essaiera de les abattre en leur tirant dessus. S'ils réussissent, ce ne sera pas parce qu'ils ont choisi des arbrisseaux. Ces pins font plus de 50 cm de diamètre et pèsent 2 tonnes chacun. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, des troncs ont poussé dans le désert. Mark Maul, expert en botanique, a même préparé un défi supplémentaire. On a 3 pins fraîchement abattus, mais le 4e, c'est quoi? C'est un mesquite, un genre d'acacia. Il est plus dur à abattre? Pourquoi tu l'as ajouté? Son bois est environ 4 fois plus dense que le bois de pin. Votre mitrailleuse va en avoir pour son argent. Ce bois est donc l'un des plus durs qui soit. Ce sera le défi suprême pour la mitrailleuse. Mais avant que ces arbres affrontent le peloton d'exécution, Tori nous présente son arsenal. Mitrailleuse, c'est un terme générique. Alors on a sélectionné 3 types de mitrailleuses très différents pour couvrir un éventail assez large. Dans la catégorie des petites mitrailleuses, on a choisi la mitraillette Thompson. Elle tire des balles de calibre 45. C'était la mitrailleuse classique des gangsters dans les années 30. Ensuite, notre mitrailleuse moyenne, son nom signifie la scie. Quelle coïncidence. C'est l'arme automatique de section d'infanterie qui tire des balles de calibre 223. Ça va être sympa de la tester. Et enfin la plus grosse. C'est le minigun qui tire des balles de calibre 30. 3000 coups à la minute. Personnellement, je parie que c'est ce joujou qui va réussir à couper l'arbre.
Adam et Jamie veulent savoir pourquoi nos lointains ancêtres passaient autant de temps à tailler des pointes de flèches en silex, alors que des bâtons aiguisés étaient peut-être tout aussi efficaces. Mais le jury délibère toujours, car lors des premiers tests, les deux types de flèches sont arrivés quasiment à égalité. Quelle est la prochaine étape ? Le but de la manœuvre est de découvrir si la pointe de flèche en silex présente un avantage par rapport à la pointe affûtée en bois. On s'est rendu compte que la pointe en silex causait davantage de dégâts qu'un bout de bois aiguisé. Ce qui veut dire que l'animal qu'on chasse se vide de son sang plus vite, et donc qu'on le mange plus tôt. Question, est-ce que l'une des deux est plus précise de loin? Il place le robot archer à 17 mètres de la cible. Mais cette fois, la cible nous rappelle quelqu'un. D'où sors-tu cette photo? Je te présente Jamie le barbare. Le barbare est à son poste. Adam et Jamie préparent la première salve. Ils tirent coup sur coup 6 flèches à pointe de silex. Allons jeter un coup d'œil. D'accord. Joli tir. Les flèches ont toutes atteint la cible. Mais pour éviter toute confusion, J'ai marqué en vert le premier groupe, celui des flèches à pointe de silex. Elles sont toujours aussi meurtrières à 15 mètres, sur une cible charnue comme M. Heinemann. La grande question, c'est de savoir s'il y aura une différence avec les flèches en bois affûtées. Flèche en bois, tir numéro 1. 3, 2, 1. cette fois, c'est une salve de 6 bâtons aiguisés qui se plante dans la cible. Inspection. Comme pour le test de létalité, les pointes de flèches en bois refusent de se laisser ridiculiser par leur alter ego en silex. Il y en a une qui est toute seule là-haut. Oui, une aberration. Mais les autres sont aussi regroupés que les pointes en silex. À cette distance, je ne vois pas une énorme différence. Non. Intéressant. Mon gars, t'as pas l'air très en forme. Tu m'as tiré une flèche dans le cou. Mais ce n'est qu'une blessure superficielle. Ça ne m'arrêtera pas. En résumé, nos scientifiques de l'âge de pierre ont fait un test de létalité En fait, les deux sont très proches. et n'ont mis en évidence qu'une différence de taille de l'orifice d'entrée de la flèche. Ils ont fait un test de précision Arrête de me tirer dessus. Ça fait mal. et ont obtenu le même résultat. En termes de performance, les deux types de flèches se valent quasiment. Mais comment résoudre cette énigme ? Voici les faits. Ça a pris 10 fois plus longtemps de fabriquer une flèche avec une pointe en silex que d'aiguiser un bâton. Et pourtant, aucune des deux n'a été tellement plus performante que l'autre, que ce soit en termes de précision ou de pénétration. Peut-être, mais on a découvert que la pointe en silex causait une plus grande blessure. Et donc, quel que soit votre gibier, un bison, un mammouth, peu importe, la taille de cette blessure signifie que l'animal va se vider plus vite de son sang, mourir plus vite et passer à la casserole plus vite. Et à la chasse, mon vieux, c'est essentiel. Il faut aussi tenir compte du fait que le corps des flèches est en bois, et le bois s'appauvrit. Les flèches en bois disparaissent complètement, alors qu'il reste forcément les pointes en silex de leurs concurrentes. Donc, on n'a aucun moyen de savoir quel type de flèche était le plus répandu. Encore un argument en faveur de la pointe en silex. C'était un progrès technologique. C'est avec ça qu'on frimait à la préhistoire. Et comme pour toute technologie, il fallait à tout prix le dernier cri. Eh oui, c'était essentiel pour draguer. Abattre des arbres est un métier pénible et dangereux. Y aurait-il une méthode plus facile ? Les fans de Mythbusters aimeraient savoir si on peut remplacer une scie par une mitrailleuse. Alors, notre première arme est la mitraillette Thompson, aussi appelée Tommy Gun. On la connaît surtout comme l'arme traditionnelle des gangsters. Al Capone, John Dillinger, mitraillette Kelly, c'était leur arme de prédilection. Grant, le tueur Imahara, a le mythe de la mitrailleuse dans le collimateur. Il charge, arme et vide un plein chargeur de balles de calibre 45, à la cadence de 500 coups à la minute. Mais il est vite évident que cette arme ne fait pas l'affaire. Il y a un truc que je constate en voyant la mitraillette, c'est que c'est pas évident de viser parce qu'elle remonte sans arrêt.
C'est le recul qui fait ça. Ouais, ça va pas être évident de toucher le tronc au même endroit. Le recul de l'arme empêche Grant de concentrer ses tirs. Comme l'équipe de sécurité de l'émission refuse de le laisser s'approcher davantage, Carrie décide que le Tommy Gun ne fait pas l'affaire. Grant a littéralement tiré une pluie de balles. Et ça n'a pas eu l'effet que j'attendais. Le tronc n'a que quelques égratignures ici et là. Donc si ce mythe concernait le Tommy Gun, il est complètement bidon. Il est donc temps de relever la barre. C'est pour passer au distributeur. Vous pensez pouvoir m'aider? Tori, l'air d'un psychopathe échappé de la couverture d'un magazine de fanatiques des armes, est persuadé que la scie sera à la hauteur de sa réputation. Avec cette mitrailleuse, je crois qu'on a plus de chances d'abattre un arbre. En fait, les balles sont projetées beaucoup plus vite. Donc ça devrait transpercer l'arbre. Mais ça prendra probablement beaucoup de temps et de munitions. Ça me dérange pas. Tori se met en place et commence à tirer. Après l'expérience de Grant avec le Tommy Gun, Tori se sert d'un bipied pour s'assurer stabilité et précision. C'était super, ça fait une ligne droite. Ouais. Tori concentre ses tirs sur une ligne à la base du tronc. Bien qu'il ait déchargé plus de 3 bandes de munitions sur les arbres, il n'y a toujours aucun signe que les arbres s'écroulent. Tu l'as pas raté, mais je crois pas qu'il va tomber. Après une dernière rafale, Tori abandonne. Mais contrairement à celle du Tommy Gun, les balles de la scie ont traversé le tronc de part en part. Par contre, le calibre 223, relativement faible, a limité les dégâts et l'arbre est resté debout. Mais ce mythe n'est pas mort, car Carrie Mad Max Byron arrive. Il n'y a pas si longtemps, notre équipe a dégagé une série de mythes sur le baseball. Les balles humides, les battes en liège, les glissades jusqu'à la base, l'enveloppe des balles ont toutes été passées au crible. Génial! Mais pour nos fans, il manquait un mythe crucial. Tu devines ce qui va suivre? Voyons, le noir sous les yeux? Bien vu! Le noir sous les yeux, c'est pourquoi? Pour mieux voir? Oui, en atténuant le rayonnement. Ou alors c'est censé faire peur à tes adversaires parce qu'on dirait des peintures de guerre. Comment on va tester ça? Je crois qu'on devrait appeler Jess. C'est assez simple. Elle va nous mettre du noir sous les yeux. On se met au soleil et on fait un test de vision, avec et sans le noir sous les yeux. Mais on n'a pas le droit de savoir si on a du noir ou pas. Elle maquillera l'un de nous avec du noir sous les yeux et l'autre avec du fond de teint. On ne saura pas lequel on a. Donc ce sera vraiment un test en aveugle. C'est le cas de le dire. Exactement. Dehors, Jess met en place l'échelle de test oculaire de façon à ce que les Mythbusters soient face au soleil. Ferme les yeux. Puis elle se lance. Elle met du noir sous les yeux de Adam. C'est pas la première fois que je maquille Adam. Ah bon? Fais pas l'innocent. Et du fond de teint sous ceux de Jamie. Rappelez-vous, ils ignorent ce qu'ils ont sur le visage. Il y a beaucoup de lumière dehors. Puis chacun leur tour, ils passent un test d'acuité visuelle avec Jess. HVZDS, NCVKD, ONV, KCSV, DVOAC, SR. Je crois que c'est la dernière ligne. C'est la plus petite que j'arrive à lire. À la fin du premier test, Adam et Jamie n'ont qu'une erreur chacun à leur actif. Tu sais ce que tu avais sous les yeux? Franchement, je suis incapable de dire si j'avais une couleur claire ou foncée sous les yeux. Ils échangent les couleurs et refont le même test. CZSHN. Jamie trouve-t-il cela plus facile avec le noir sous les yeux? NCVKD. Maintenant que ses joues sont débarrassées de leurs traces de charbon, Adam est-il ébloui? Alors, comment je m'en suis sorti? En fait, vous êtes ex aequo. Vous avez fait une erreur chacun. Et pourtant... J'ai vraiment l'impression de mieux y voir. Dis-moi que tu m'as mis du noir, non? Un résultat négatif. Je dirais que j'ai une couleur plus claire, parce que j'ai les yeux un peu irrités. Alors j'ai une couleur plus claire? En fait, non. C'est le noir. Et d'ailleurs, ça se marie bien avec le béret. Du fait que le test oculaire est très subjectif, il décide de supprimer l'élément humain.
Ils vont se servir d'un masque avec un faux bronzage, Pas complètement affreux. dans l'orbite duquel ils insèrent un pose-mètre. Voilà comment ça va se passer. Voilà comment on va tester l'efficacité du noir sous les yeux. On a un pose-mètre professionnel très sensible qui dépasse de l'orbite. J'ai du noir de qualité professionnelle acheté dans un magasin de sport. Je vais faire une mesure, lumière allumée avec et sans le noir, et je verrai s'il y a une différence. Une unique source de lumière est braquée sur notre joueur de baseball borgne. La mesure est dans les 3160. Et les Mythbusters notent la mesure en luxe, avec et sans noir sous les yeux. C'est quasiment pareil. Ouais. Il y a une différence de quelques luxes qu'on ne remarquerait jamais à l'œil nu. Le noir n'a donc pas affecté la quantité de lumière qui se réverbère sur la joue et pénètre dans l'œil. C'est fini? T'as pas une autre idée? Les joueurs ne portent pas une casquette en général. Si. On lui en met une et on voit ce que ça donne. Tu penses que c'est une question de lumière réverbérée et pas directe? Une fois la casquette sur la tête et sans noir sous les yeux, la mesure indique 103 lux. Ensuite, sans déplacer la casquette, Adam ajoute le noir. Ça s'est stabilisé bien en dessous de 100, dans les 90 même. C'est significatif. Oui. Avec la casquette sur la tête, le noir sous les yeux diminue clairement la quantité de lumière réverbérée. C'est vrai qu'on ne voit jamais de joueur de baseball sans casquette. Alors, ton avis? C'est marrant, les premiers tests qu'on a effectués semblaient montrer l'inverse de ce que la plupart des gens pensent. J'ai cru qu'on allait prouver qu'en fait, le noir sous les yeux empirait les choses au lieu de les améliorer. C'est vrai. Mais avec la casquette, la différence de quantité de lumière totale qui entre dans l'œil s'est inversée. Apparemment, le noir sous les yeux est efficace, donc c'est plausible. Je suis d'accord. Celui-ci est plausible. Mythe plausible. Certains de nos fainéants de fans veulent savoir s'il est réellement possible d'abattre un arbre avec une mitrailleuse. Jusqu'ici, Belleci le tueur et Imahara la gâchette n'ont pas eu beaucoup de succès. Désolé, Grant, mais cet arbre est toujours debout. Mais il ne faut jamais vendre la peau de l'ours. Dans ce cas, le rôle de l'ours est joué par le minigun Dylan. Là, on sort la grosse artillerie. Ça, c'est une mitrailleuse Gatling M134D, aussi appelée minigun Dylan. Elle tire des balles de calibre 30 à la cadence de 3000 coups à la minute. 3000 coups à la minute, ce qui donne le chiffre hallucinant de 50 coups à la seconde. Ça a l'air sympa. Grant, curieux de savoir combien de temps il faudra pour abattre l'arbre, a dégainé son chronomètre. Allez, c'est parti! Ouais. Carrie allume la mitrailleuse et met en joue sa cible. 3, 2, 1... Ça, c'est une mitrailleuse. Les douilles forment un véritable torrent qui s'entasse aux pieds de Carrie. En moins d'une minute, l'arbre prend feu et... Ouais, super. Bien joué. Tu l'as abattu. Ça donne quoi au chrono? 45 secondes, c'est dingue! J'y crois pas. Tu l'as pulvérisé. Regarde-moi ça. Il n'y a plus que de la sueur. Nom d'un chien, il ne reste plus rien du tronc. Il a été complètement détruit. Ça sent le feu de bois. Ouais, ça sent bon. Ça sent la destruction. Effectivement, Carrie a scié sa victime en deux. La conclusion s'impose. On est obligé de se rendre à l'évidence. C'est tout à fait possible d'abattre un arbre à la mitrailleuse du moment que c'est une Gatling Dylan. Le mythe est confirmé. C'est donc faisable. Mais Tori se pose une question. Je me demande combien de temps ça prend de l'abattre à la tronçonneuse. On va faire le test en vitesse pour voir le temps que met une tronçonneuse à couper en deux le même arbre. Je préférerais faire joujou avec le minigun, mais va pour la tronçonneuse. C'est parti. À ma gauche, la tradition. À ma droite, la méthode Mythbuster. Record à battre, 45 secondes. Désolé mon vieux, tes 45 secondes sont écoulées. Je n'ai réussi à couper le tronc que jusqu'à la moitié avec la tronçonneuse, mais elle n'a pas coûté 60 000 $. La tronçonneuse, chouette et pas chère, ne peut pas lutter contre le minigun. Mais avant de s'éloigner dans le soleil couchant, un dernier défi attend les Mythbusters, le Mesquite.
Rappelez-vous, le bois de cet arbre est 4 fois plus dense que celui du pin, ce qui en fait une cible beaucoup plus coriace. Mais le sera-t-il assez? Et c'est parti. 3, 2, 1. Fantastique! C'est chaud! Joli tir. Oh la vache! Le minigun est l'arme suprême contre les arbres. Temps officiel? 1 minute et 8 secondes. Un peu plus long que pour le pain, mais en ce qui concerne ce mythe, même face à un mesquite, si vous avez une mitrailleuse Gatling, il est confirmé. Ouais. Et comment? Totalement confirmé. Le mythe est confirmé. Les arbres n'ont pas résisté. Mythe confirmé. Voici un mythe très tendance auquel les Mythbusters ne pouvaient échapper. Alors, je vous explique. Un type est sur un télésiège qui tombe en panne. Le gars panique. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève son jean, il le met à cheval sur le câble et il se laisse glisser comme sur une tyrolienne. Il faut vraiment qu'on l'essaie, celui-là. Une tyrolienne est un câble suspendu en pente muni d'une poulie libre. Une fois arrimé, vous n'avez plus qu'à vous laisser glisser tranquillement dans les airs. La gravité fait le travail à votre place. Mais pouvez-vous utiliser cette technique pour vous enfuir d'un télésiège bloqué? Allez, on va l'essayer. Minute papillon. Avant d'aller dévaler les pistes enneigées, on va faire un test pour établir l'angle à partir duquel le jean va glisser sur le câble. Excellente idée. On devrait aussi tester tout ça dans un cadre contrôlé et sécurisé. Un cadre contrôlé et sécurisé. Des mots que Tori n'emploie que très rarement. Tout va bien. Cette salle d'entraînement au trapèze possède tout le matériel dont ils ont besoin, y compris 23 mètres de câble en acier, semblable à celui qui est utilisé pour les télésièges. On commence avec un angle assez faible, dans les 5 ou 10 degrés. Pour le mesurer avec précision, on a ceci. C'est un petit rapporteur d'angle magnétique. Tori doit perfectionner un peu sa technique. Je vais enrouler une jambe du jean autour de mon poignet, lancer l'autre par-dessus le câble et l'enrouler autour de l'autre poignet. Ensuite, je saute dans le vide et je me laisse glisser le long du câble. Les doigts dans le nez. C'est parti. Allez mec, pense que ta vie en dépend. 3, 2, 1... Balance les jambes. J'entends les coutures qui craquent. Jolie réception. En résumé, sur un câble incliné à un angle de 10 degrés, on ne glisse pas. J'ai essayé de remuer un peu quand j'étais sur le câble, mais j'ai entendu craquer les coutures. Un son que l'on préfère ne pas entendre lorsque la couture en question est la seule chose qui vous sépare d'une chute mortelle. Il faut augmenter la pente du câble. On a doublé l'inclinaison du câble par rapport au premier test. On est passé à 20 degrés. L'inclinaison du câble est réglée au maximum possible sur cette installation. Tori glissera-t-il? Bon, un angle de 20 degrés et un nouveau jean. 3, 2, 1... Ouais! Si ma vie en dépendait, mais ça prend du temps. Tu ne glisses pas, mais tu te traînes plutôt mal. Cette fois, Tori descend un peu plus bas. Au moins, je me tue pas en tombant. Mais n'oubliez pas que dans ce mythe, il est question d'une glissade sans effort et pas d'un sautillement saccadé. Heureusement, Grant a une idée. Ce qui nous manque, c'est du lubrifiant. J'ai vérifié sur Internet. Apparemment, on utilise une huile légère. On n'a pas exactement la même, mais on a quelque chose qui a la même consistance. L'huile de ricin. On applique la devise de Jamie. Dans le doute, lubrifions. Mais cela permettra-t-il de réaliser la descente rapide envisagée par ce mythe? J'aurais jamais cru que t'allais y arriver, je t'assure. Tori est descendu, mais comment le jean a-t-il supporté les frottements causés par le câble? J'ai complètement déchiqueté l'entrejambe.
Ouais, mais peut-être que la taille te sauverait. Peut-être. Une seule façon d'en avoir le cœur net, passer au test en situation réelle sur un vrai télésiège. Espérons que le jean de Tori a des coutures renforcées. Les Mythbusters sont toujours partants pour faire joujou avec un baril de poudre. Cette fois, c'est à la vérification d'un gag de dessin animé qu'ils ne peuvent résister. Notre héros virtuel transporte un baril de poudre, mais il ignore que le tonneau fuit. Sournoisement, le traître en profite et met le feu à la traînée de poudre, transformant notre héros en cendre. Pour tester ce scénario, il leur faut un robot blindé et télécommandé, muni d'un accessoire en forme de tonneau de poudre qui fuit. Il nous faut un système sécurisé pour distribuer la poudre. J'ai décidé de me servir de Sparky le robot. Il a un casque, la base est un fauteuil roulant électrique, radiocommandé, contrôlé par ordinateur et informatisé. Il peut faire tout ce que je lui demande. Et pour éviter de le détruire, je vais lui fabriquer un blindage en acier. J'espère que Sparky ne va pas se vaporiser quand la poudre explosera. Et voilà, ça va être du genre « Cours Sparky, cours !» Sparky est en tenue de combat. Il est temps de tester ce mythe en commençant par quelques essais dans l'atelier, bien sûr. La question à laquelle je veux répondre est un mélange de dessin animé et de physique. Si quelqu'un transporte un tonneau rempli de poudre avec une fuite, la poudre peut-elle laisser une traînée assez dense pour s'enflammer? La question est posée. Après avoir mis en place cette traînée, il est temps de mettre le feu aux poudres. Je mets le feu dans 3, 2, 1... Super! Impeccable. Ça me paraît bien. La traînée est donc suffisamment serrée pour propager la flamme. Prochaine étape? Maintenant, je sais que la flamme se propage le long de la traînée, mais est-ce qu'elle remonterait jusqu'au tonneau? Cette fois-ci, je vais arrêter ma traînée de poudre à mi-chemin et suspendre le cornet en papier. Je m'écarte, je mets le feu, et je verrai bien si ça enflamme le cornet. Ça a marché à la perfection. Les Mythbusters et la perfection. Un couple très mal assorti. C'est très gratifiant. C'était parfait, ça a fait... Et le petit pop à la fin. J'ai toutes les cartes en main. Le moment est venu d'aller sur le terrain, avec Sparky et une cargaison de poudre. Si vous êtes coincé sur un télésiège en panne, est-il possible de rejoindre la terre ferme accrochée à votre jean comme sur une tyrolienne? Lors des tests sur un câble de cirque, Tori a réussi à regagner le sol. Il ne reste plus qu'à essayer en milieu naturel. Mais avant leur départ, on leur livre un mystérieux paquet. J'ai une surprise pour toi. Un cadavre? C'est pas un cercueil, c'est le nouveau Buster. Je te crois pas. Super. On avait ras-le-bol de le rafistoler. Il est trop mignon. C'est trop mimi. Ils lui ont mis une combinaison avec son nom brodé dessus. C'est bien Buster. C'est adorable. Quelques minutes pour rendre hommage au dévouement du précédent Buster, Vas-y, Buster! à sa conscience professionnelle, à son enthousiasme. La vache, ça fait mal, hein? Merci pour tout, Buster. Tu as bien mérité ta retraite. C'était cool! Ancien mannequin de crash test, Buster numéro 2 est tout à fait qualifié pour prendre la relève. Il est mis tout de suite au travail. Tori le prépare pour son premier plongeon sur la tyrolienne. Avant d'essayer nous-mêmes, on va laisser Buster tester la tyrolienne pour voir si c'est vraiment dangereux. Tori remplace les mains de Buster par des pinces métalliques, vérifie qu'il tient bien fermement le jean À mon avis, ça devrait tenir. et l'escorte jusqu'à son siège. Pendant que Carrie repose sa jambe endolorie, les garçons se dirigent vers les montagnes. Le Yeti, le mythe est confirmé. C'est pas ce mythe-là qu'on vérifie, détends-toi. Même s'il sait que Buster va passer le premier, Tori est un peu inquiet. C'est beaucoup plus raide que ce que j'imaginais. Oui, et tu vas devoir descendre depuis le sommet.
Quand on a répété sous le chapiteau, on s'est rendu compte qu'un angle de 20 degrés suffisait pour commencer à glisser, accroché à un jean, si le câble était lubrifié. La station de Siratao utilise un lubrifiant de la même consistance. Pour mettre toutes les chances de notre côté, on a trouvé une section de câble proche du sommet inclinée à 25 degrés. Si je te parle pas, faut pas m'en vouloir. Je suis pas fâché. Je flippe juste un peu. Essaye d'éviter les rochers. Ouais. Au sommet, le chef mécanicien Lawrence et son équipe mettent en place un système de sécurité à partir de cordes et de poulies. Ces mecs sont là pour éviter que je me tue en tombant. Tori et Grant enfilent leur harnais, s'arriment au télésiège, hissent Buster à sa place et entament la descente. Tu crois pas qu'on est fous? La vache! Qu'ont-ils donc en tête? Dans le meilleur des cas, Buster et son jean vont descendre à toute vitesse le long du câble et se fracasser contre les galets de roulement en bas du télésiège. Au pire, le jean va se déchirer et il va s'écraser en contrebas. Lorsqu'ils atteignent la pente à 25 degrés, ils accrochent le jean sur le câble et le fixent aux pinces qui remplacent les mains de Buster. Buster est paré. On n'a plus qu'à le décrocher du siège et à libérer cette sangle. Le voyage va être long, Buster. Envoie-nous une petite carte postale. C'est parti, on lâche Buster, mythe du jean, premier test. 3, 2, 1, c'est parti. Descends! Il s'est rien passé. On l'a poussé et il est resté bloqué. Bien que Buster ne pèse que 4,5 kg de moins que Tori, son poids n'a pas réussi à vaincre les frottements du jean sur le câble. Et il est resté immobile sur le câble. On fait quoi maintenant? Si on l'aidait à descendre? Buster n'a jamais lâché prise, mais il n'est pas très futé. Il n'a pas réussi à prendre de l'élan tout seul. J'aurais peut-être mieux fait de pas regarder. Buster n'est qu'un mannequin. Il ne peut pas se déplacer tout seul. Mais une vraie personne qui resterait coincée dans cette situation, accrochée à un jean qui ne peut pas glisser, se dirait tout de suite: bon, il faut faire quelque chose, et essaierait de s'élancer. Au tour de Tori d'essayer de glisser le long du câble du télésiège. Il passe son jean par-dessus le câble et se prépare à glisser. 3, 2, 1... Suspends ton poids à ce jean. C'est bien, joli. Joli, mais pas facile. J'ai commencé à avoir des crampes dans les mains à force de serrer le jean comme un malade. Et comme en plus, il fallait que je me soulève pour pouvoir avancer le long du câble, j'avais les bras qui fatiguaient. Notre écureuil volant bien fringué est complètement crevé. Et en plus, il est bloqué. Je peux pas, je suis coincé, tu vois? Oui, je vois ça. Je lâche. C'est tellement dur d'essayer de glisser sur ce câble. Ça me paraît pas une bonne façon de descendre. En outre, ce mythe suggère qu'un jean remplace avantageusement une tyrolienne. Ce n'est visiblement pas le cas. Pour moi, quand on parle de tyrolienne, ça fait... Et on descend d'une traite. Là, c'était pas comme ça, c'était plus... Le jean a commencé à s'enrouler sur lui-même, à s'accrocher au câble. Il y a beaucoup trop de frottement dans le système pour que ça puisse glisser. Alors, comment ça s'est passé? C'était un peu décevant, pas du tout ce qu'on avait imaginé. Quand on pense à une tyrolienne, on entend... Mais là, c'était beaucoup plus laborieux. Le jean s'accrochait au câble. Ouais. Se servir de ses vêtements pour évacuer un télésiège, mauvaise idée. Soit ils vont se déchirer, soit vos bras vont lâcher. Le jean en guise de tyrolienne, bidon. 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 Moralité, mieux vaut attendre les secours. Mythe, bidon. Jamie et Adam s'attaquent à la physique des dessins animés. Une traînée de poudre enflammée peut-elle faire exploser le tonneau en mouvement dont elle s'échappe? Pour le découvrir, notre duo très animé se rend sur le terrain de tir. Sparky, le robot tout feu tout flamme, est dans les starting blocks.
Sparky est radiocommandé. Je serai de ce côté pour surveiller la trajectoire de Sparky. Et quand tout sera prêt, on enlèvera le bouchon du baril, la poudre commencera à s'échapper, Sparky en déposera une traînée. Et j'espère pouvoir maintenir son avance sur la poudre, parce que sinon, il explosera. Pour Jamie, tout semble simple, mais Adam n'est pas convaincu. C'est difficile parce que ce n'est pas un mythe qu'on peut vérifier à partir d'un cas concret qu'on nous a raconté. C'est de la physique de dessin animé. Donc forcément, il va y avoir des incohérences entre le monde du dessin animé et la vraie vie. Dans la vraie vie, par exemple, on est forcément dehors. C'est le seul endroit où on peut faire exploser de la poudre. Du coup, il risque d'y avoir du vent. Leur traînée de poudre sera donc à la merci du vent. Nos aventuriers mettent la dernière main à leurs préparatifs tout en gardant un œil sur la météo. Ils remplissent le baril de Sparky d'1 kilo de poudre. Adam branche un système de mise à feu à distance pour enflammer la traînée de poudre. Et voilà. Ça y est, Jamie est prêt. Les commandes de Sparky bien en main. C'est bon. Adam débouche le baril de poudre. Mais il y a un problème. Bon, ça ne fait pas. Je vais arranger ça, d'accord? D'accord, j'attends. La poudre refuse de couler. Adam utilise sa méthode de secours pour vider la poudre. Une fois ce détail réglé, on recommence. C'est parti. Jamie pilote Sparky sur le chemin. La traînée meurtrière se dépose petit à petit. Adam envoie l'étincelle. 3, 2, 1. Mais il y a un autre problème. Les flammes ont rattrapé Sparky, mais ne sont pas remontées le long de la poudre qui coulait jusqu'au tonneau. Adam et Jamie ont une solution. Percer un trou plus grand pour causer une fuite de poudre plus importante. Je suis prêt. Mais une fois de plus, ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas explosé. Il ne demande qu'à se boucher. Malgré plusieurs autres tentatives, la poudre refuse de couler suffisamment pour conduire les flammes jusqu'à la cible finale, le baril. Mince. Oh, attends. Adam est agacé, mais il est persuadé qu'ils peuvent y arriver. Je ne crois pas que ça prouve que le mythe est bidon ou que c'est impossible. Je crois juste qu'on n'arrive pas à atteindre notre objectif et je refuse d'abandonner pour l'instant. Adam et Jamie ont besoin d'une idée de génie pour permettre à la poudre de s'échapper librement du baril. La seule solution que je vois, c'est de le secouer. Mais le seul outil qui puisse faire ça, le voilà. C'est dommage de sacrifier ta perceuse. Elle marche bien. Le problème, c'est que la poudre refuse de couler du baril. Mais à chaque fois qu'on tapote le baril, ça sort. Donc le truc, c'est sûrement que quelqu'un qui court avec un tonneau sous le bras le fait forcément trembler. C'est cette vibration qu'on doit recréer. J'espère que ça va aider la poudre à couler régulièrement et nous permettre de le réduire en miettes. C'est la dernière chance de vérifier ce mythe. Ce n'est pas un exercice. C'est parti. Ça a marché. On dirait que Sparky... Je vais aller voir s'il est toujours vivant. C'est un succès. La traînée de poudre a rempli son office. Les flammes ont rattrapé le baril, sont remontées le long du flot de poudre et ont fait exploser le tonneau. Bonne nouvelle, Sparky et la perceuse ont survécu intacts. Sparky a survécu, mais ce n'est pas le sujet. Si c'était vous qui transportiez ce tonneau, je peux vous garantir que vous seriez mort. Ces explosions étaient toutes petites, mais elles font partie de mes préférées parmi toutes celles qu'il y a eu dans l'émission. Voir cette traînée de poudre enflammée foncer vers le tonneau rempli d'explosifs, ça a vraiment quelque chose d'excitant. J'ai l'impression d'être un gamin de 5 ans. Une explosion de bonheur et un mythe confirmé. Finalement, ce n'est pas si mal. Oh là! Je peux te donner des cours si tu veux. Le grand boom a eu lieu. Mythe confirmé.